Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. The fifth and final batch of court documents related to Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell is out, and it contains more shocking allegations against prominent figures. Action 7 News. Our Target 7 team has been combing through the hundreds of pages of documents unsealed in a civil suit against one of Jeffrey Epstein's closest associates. Bonjour Elisabeth. Alors il y a beaucoup de noms dans ces documents, notamment ceux de célèbres personnalités. This may be it. The final batch of court documents have been released, over 215 documents. Now, as a reminder, all of this legal paperwork in the Jeffrey Epstein case, it is being released thanks to New York Judge Loretta Preska, because she decided back in December that documents related to a defamation lawsuit filed against Epstein's madam, accomplice, Ghislaine Maxwell, this was filed by Epstein accuser Virginia Giuffre, that all this could be unsealed and made public, with most John and Jane Does to be identified. Now, of course, Jeffrey Epstein was the financier and sex offender who pled guilty to state sex crimes charges back in 2008 in Florida under a very controversial non-prosecution deal that saw him avoid facing more severe charges. But as we know, he was rearrested years later on federal sex trafficking charges. And while he was awaiting trial, he apparently killed himself in his New York jail cell in 2019. Maxwell, his accomplice, was convicted of sex trafficking in 2021, and she's currently serving a 20-year prison sentence. Now, Virginia Giuffre, formerly Virginia Roberts, she had filed this defamation suit against Maxwell in 2015 for statements that were made by Maxwell questioning Giuffre's claims of abuse. The case was settled out of court, but there were still huge amounts of court filings that the media outlets wanted access to, right? Transparency. Now, to be clear, and I say this all the time, not everybody named in these documents is accused or guilty of nefarious or criminal activity or knew what was going on. They could be former employees, victims, associates, or just even people mentioned in passing during deposition testimony. Okay. Now, what do we know? We know that more than 1,000 pages of documents have been released over the last week, week and a half, 2 weeks. But now, included in that list is a sworn deposition with Epstein himself in 2016. Now, what did he say? Maybe not surprisingly, he repeatedly invoked his Fifth Amendment right, protecting himself from self-incrimination. Not that surprising.
Now, a lawyer for Giuffre had asked Epstein repeatedly about all the accusations against him, about whether or not Giuffre had had these sexual encounters with powerful men like Prince Andrew, the Duke of York, even kind of minor things about his cell phone number. But the lawyer also wanted to know if there was any attempt to blackmail these men. Epstein said the word fifth more than 500 times in this deposition. So he didn't give them anything. He even refused to acknowledge that he knew Ghislaine Maxwell at all. Now, we've told you before here on Sidebar about Giuffre's accusations against Prince Andrew. She claims that she was forced to have sex with him despite being underage. Prince Andrew has always maintained that he didn't even know Giuffre, despite there seemingly being a photo with her with Maxwell in the background. But let's talk about Giuffre's 2016 deposition. There's a lot to talk about here. So this was released in the latest batch of documents. And first, she claims that she was paid $10,000 to $15,000 for one sexual encounter with Prince. She also explained that she had been paid $160,000 by a media organization for articles and the photograph of her with Prince Andrew. Now, Giuffre filed a lawsuit against Andrew, and he paid an undisclosed amount of money in 2022 to settle the suit. He didn't admit any wrongdoing or liability, but the settlement was reportedly millions of British pounds. Now, in the latest deposition paperwork, Giuffre denied having ever been sex trafficked to any presidents, but said that she did have sex with a well-known prime minister. She refused to name who that person was. She said, quote, "If I can just say, I personally know that this is not a good person to talk about, and I'm not going to point blank, I'm not going to say his name." Investigative journalist Li Fang wrote yesterday, Epstein sent many rambling emails suggesting projects with Bill Gates. Asked to prep presentations for new Gates-backed foundation, $100 million minimum investment expanding on exchanging prior Gates-related interests like vaccines and maternal care. In one of those emails from February 25th, 2011, Epstein reportedly wrote, "Gates guy here today. No reporters. I took care of that. Stay calm and focused. We need to speak. I am staying until very late tonight. Seeing Gates, Reed donor on Tuesday, Thursday, Friday, Wednesday set aside for 2-3 hours to discuss exactly this." This comes as more information on Epstein's dealings are coming to light amid J.P. Morgan's fresh accusations over ties to the accused sex offender, Jeffrey Epstein. Yes. It's not one thing, it was many things. But I did not like that he'd had meetings with Jeffrey Epstein. He was evil personified. I had nightmares about it afterwards. Melinda French Gates opens up following her and Bill's divorce and the role Jeffrey Epstein played in their split. The power couple revealed last year that they ended their 27-year marriage. Any of the questions remaining about what Bill's relationship there was, those are for Bill to answer. That's Melinda sitting down with CBS Morning's Gayle King on Thursday. Of the richest and most powerful men in the world, Bill Gates, who's in town to speak to our politicians and watch the tennis, among other things. And last night he had a rather uncomfortable interview on the ABC. Now, one of the issues that's dogged you is that of your relationship with Jeffrey Epstein. Do you regret the relationship that you maintained with him against Melinda's advice and wishes? Oh, I've said that this is, you're going way back in time. But yeah, new audience. I will say for the, over 100th time, yeah, I shouldn't have had dinners with him. I have to ask you about Jeffrey Epstein. Melinda mentioned that was one of the strains, your relationship with him. And, why? I guess the question is real simple. I mean, why did you continue to meet with him? When you met him, he was already a convicted sex offender. And do you regret that? I certainly made a huge mistake, not only meeting him in the first place, but I met with him a number of times. I had a goal of raising money for global health. I didn't realize that meeting with him almost downplayed the incredibly awful things he did. I learned more about that over time, but I'd add that to the list of big mistakes, including where Melinda's advice was sound, and I should have followed it sooner than I did. It was reported at that time that you had a number of meetings with Jeffrey Epstein, who, when you met him 10 years ago, he was convicted of soliciting prostitution from minors. What did you know about him when you were meeting with him, as you've said yourself, in the hopes of raising money? I had dinners with him. I regret doing that. He had
relationships with people he said, would give to global health, which is a interest I have. Not nearly enough philanthropy goes in that direction. Those meetings were a mistake. They didn't result in what he purported, and I cut them off. That goes back a long time ago now. So there's nothing new on that. I think once he was arrested, then the opportunity came up to sort of get rid of him. He is one of the most infamous last names in recent history, Epstein. As more documents related to Jeffrey Epstein's alleged sex trafficking operation are unveiled, we sit down with his brother, Mark Epstein, to discuss what led to Jeffrey's death in 2019 and all the controversy surrounding it. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 15 janvier 2024. Aujourd'hui, chapitre 20, on est rendu la connexion Jeffrey Epstein, le groupe Edge et les big tech de la Silicon Valley. On peut ajouter aussi Hollywood à ça. Et même Academia, la côte ouest américaine, a beaucoup d'universités. La semaine dernière, j'ai terminé la description du modèle d'affaires de Jeffrey Epstein et de son réseau. Le modèle d'affaires de trafic humain, chantage sexuel. L'autre semaine d'avant, c'était le modèle d'affaires plus bon goût, bon chic, bon genre. Trafic d'armes, trafic de drogue, du blanchiment d'argent, des schémas de Ponzi. Ça, c'est la première façade. En dessous de ça, il y a une façade plus occulte, donc le trafic humain, chantage sexuel, que Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell ont opéré entre à peu près sur la côte est américaine, entre l'époque de 1991 jusqu'à 2019, à l'arrestation de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell après. Mais, ça continue après, évidemment. C'est juste les acteurs qui changent, les opérateurs sur le terrain et les assets. Mais je n'ai pas tout traité encore des opérations de Jeffrey Epstein et de son réseau durant l'époque des administrations George W. Bush, donc après Clinton, et Obama. Les deux administrations qu'il y a eu avant Trump. Donc, j'en ai parlé un peu, mais il manque une partie de cette histoire-là. Après avoir rattrapé Bush et Clinton dans leur toile d'araignée, les opérateurs Maxwell et Epstein ont commencé à préparer leur prochaine opération de la côte est américaine à la côte ouest américaine. Les cibles, Silicon Valley, Academia, Hollywood, le monde des biotechnologies, Microsoft et la famille Maxwell, la compagnie ComTouch et Isabelle Maxwell, une des deux jumelles. Financé par un partenariat public-privé, un PPP du gouvernement israélien. Microsoft met ComTouch sur la map. En passant, c'est pas CUM, c'est COMM comme communication. Microsoft met ComTouch sur la map. Epstein et Microsoft. Ensuite de ça, Epstein et le groupe Edge. C'est l'histoire de deux Bill, veux-tu, qui se partent des philanthropies en 2000 et 2001 à un année d'intervalle et des philanthropies qui sont liées. Des philanthropies qui sont aussi entre elles liées avec Jeffrey Epstein. Donc la science selon Bill Gates et selon Jeffrey Epstein, qui sont les héritiers de l'opération Jeffrey Epstein après sa mort. Donc, gros podcast. Merci aux patriciens qui rendent ce travail possible. Digital Soldier, qui m'a envoyé un don de 20$. J'ai Jeannot Lavoie, 20$. J'ai nouvel abonné Simon Toutan. J'ai Jean Rouillard, comme d'habitude, qui supporte mon travail. C'est à peu près ça. Donc, je vous rappelle, je suis en direct sur Twitter, YouTube, yanrojdi.com et luxmedia.info. Sans votre support, cher patricien, vous êtes sur le bord de ne plus avoir accès à mon contenu.
Donc, merci aux patriciens qui sont capables de supporter mon travail parce que je ne suis pas un salarié de Lux Media. C'est vous, à la maison, qui supportez mon travail. Donc, une nation sous emprise, One Nation Under Blackmail, l'union sordide entre les agences de renseignement et le crime organisé qui ont rendu possible l'ascension de Jeffrey Epstein de Whitney Webb, volume 2. On est rendu à l'avant-dernier chapitre. Il va rester un épisode après. L'épilogue. C'est comme ça que je l'ai appelé parce que c'est un tout petit chapitre. Puis ça va me permettre de faire un peu un résumé des 2 volumes de chaque chapitre très rapidement. Donc ça va être un épisode résumé grossièrement avec quelques analyses plus récentes. Donc dans la dernière décennie. Chapitre 20. Donc dans le premier volume, l'histoire de cette union fasciste, le Deep State qui s'est construit, un réseau de gens de la mafia, du crime organisé, des agences de renseignement et des oligarques. Hein? On vous rappelle à la maison que l'histoire du parrain, l'histoire de Vito Corleone, c'est l'histoire de Frank Costello, un des 4 réels, vrais mafieux qui a construit le syndicat du crime organisé aux États-Unis. Donc, c'est toutes des vraies histoires. En tout cas. Donc, mafia, agence de renseignement, oligarque. L'état profond d'après la description de Dwight Eisenhower. Hein? Donc, un complexe militaro-industriel, d'une part, dans son discours que tout le monde a probablement entendu sans le savoir. Donc, il prévient de la menace du complexe militaro-industriel contre l'intérêt de la République américaine et de la démocratie américaine. Ensuite, d'autre part, ça c'est l'autre partie que souvent les gens oublient, il prévient aussi qu'il y a une menace provenant d'une élite technocratique, technologique, qui pourrait prendre le pouvoir. Là, le problème, c'est que les deux ils ont fusionné ensemble. Avec qui? Avec l'aide de Jeffrey Epstein. On va voir pourquoi aujourd'hui. Donc, après ses mandats, Dwight Eisenhower, à la surprise de tout le monde, il y a un gros débat télévisé. JFK contre Richard Nixon. Richard Nixon qui sue à grosse sueur. Cette image permet à JFK de prendre le pouvoir. JFK qui est un d'une série de présidents démocrates modernes, post-Deuxième Guerre mondiale, qui étaient anti-establishment et qui se sont attaqués à l'État profond. Et c'était quoi la façade de l'État profond à l'époque? La CIA. Donc, si vous voulez comprendre qu'est-ce qui est arrivé après la fin du deuxième mandat d'Eisenhower, JFK prend le pouvoir. Et là, il y a un conflit qui se fait dans l'administration JFK. L'affaire de la baie des cochons, la crise des missiles. Là, JFK commence à être de plus en plus contre ce pipeline de la CIA pour créer des conflits afin de vendre des armes pour le complexe militaro-industriel qui, en 2024, c'est 20% des échanges commerciaux américains sur le commerce mondial. 20%. Le 5e de l'économie. En tout cas. Donc, JFK, il finit. Qu'est-ce qui arrive à JFK? À Robert F. Kennedy aussi. Hein? Ils se font epsteiniser en direct. Ensuite de ça, on a Richard Nixon qui arrive. Donc, même quand on a un républicain qui prend le pouvoir, totalement contrôlé par l'État profond. Parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les néocons qui prennent le pouvoir, le club de Georgetown. T'as le lobby, le China Lobby, auquel était affilié Richard Nixon. Ensuite de ça, Richard Nixon s'entoure de plombiers, les plombiers du Watergate. Les plombiers du Watergate, en fait, ce sont les agents corrompus du futur directeur de la CIA, William Bill Casey. Donc, quand on a le démocrate se fait assassiner quand il prend le pouvoir,
Le républicain, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit anti-CIA ou peut-être en voyant qu'est-ce qui est arrivé. Richard Nixon s'est essayé, mais il était complètement infiltré. Donc, il s'est fait aussi raccourcir son dernier mandat. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu as eu d'autre? Jimmy Carter. Jimmy Carter, un autre président qui commence son mandat en sabotant un peu les projets de la CIA. Et il y a la October Surprise pour éviter qu'il se fasse réélire. Et là, à la fin de cette première guerre civile clandestine entre l'État profond et les républicains nationalistes américains, populistes, qu'on pourrait dire. À la fin de ce premier conflit, Ronald Reagan est élu. Il nomme William Bill Casey, directeur de la CIA. Et nous avons la première époque hégémonique de l'État profond, l'oligarchie sur la méga corporation États-Unis d'Amérique. Donc, c'est un peu l'histoire du 20e siècle, cette histoire-là. Donc, entre 63 et 80, ils ont de la misère à construire des conflits, mais ça recommence dans les années 80. Ensuite de ça, tu as donc une série de cartels étrangers qui infiltrent la politique américaine pour influencer la méga corporation américaine. Un cartel israélien, du Mossad, un cartel de plusieurs mafias, un cartel de plusieurs oligarques, des Texans, des continentales européens, comme Rothschild, comme ce monde-là. Tu as donc tout ce cartel-là, avec des pétroliers du Texas, forme un réseau opérationnel clandestin, une cellule à Dallas pour assassiner le président des États-Unis à l'époque. C'est la première guerre clandestine qui débute. Et ça va se poursuivre jusqu'à Ronald Reagan. Après toute cette série d'événements-là, on a une série d'opérations psychologiques et comme Mockingbird pour prendre le contrôle des médias et éviter que se diffusent ces informations-là qui sont disponibles sur YouTube. Vous voyez dans les montages que je mets, c'est tous des documentaires, des reportages de médias, des images d'archives qui sont disponibles sur YouTube, sur Twitter. Donc, c'est intéressant, hein? Donc, l'empire de l'État profond devient hégémonique en 80. Les Alphabet People prennent le pouvoir. Autour de Bill Casey, on a des Roy Cohn, des J. Edgar Hoover. Donc, ça, c'est les premières générations derrière l'État profond. Ensuite de ça, il y a des nouvelles gardes qui vont venir plus tard, comme la famille Bush, comme la famille Clinton, comme Ronald Reagan. On va avoir une domination totale de ce qu'on appelle aujourd'hui les néoconservateurs. Les scandales Iran-Contra, la banque BCCI, la banque de la CIA, les agences d'aviation de la CIA qui font du trafic d'armes, de drogue et, on sait maintenant, trafic humain. Le scandale du logiciel Promise pour suivre tous les paiements bancaires de la planète qui passent par le système SWIFT. L'affaire INSLA qu'on appelle. Le méga groupe. Un autre lobby israélien qui regroupe des gens comme Leslie Wexner, Charles Bronfman, Robert Maxwell. Il se regroupe dès le début des années 90. Il conçoit un plan pour aller plus loin qu'à l'époque de Jimmy Carter. Donc, pour éviter qu'il y ait un autre Jimmy Carter, on va piéger les futurs présidents des États-Unis en commençant par l'actuel Bill Clinton. On va le piéger dans des scandales de corruption financière et sexuelle. Donc, Jimmy Carter, c'était juste du cash avec son frère. Ça n'a pas été assez pour faire de la pression sur Jimmy Carter à l'époque. Donc, on va rajouter le scandale sexuel. Donc, on va envoyer des opérateurs, Ghislaine Maxwell,
Jeffrey Epstein qui vont aller à la Maison-Blanche accompagnés de jeunes femmes pour corrompre le président des États-Unis. Ça va fonctionner. Et donc, cette opération-là, ce honeypot, débute 91. Ça va se continuer pendant George W. Bush aussi, après, début 2000. Et à la même époque que ça continue sous George W. Bush, Jeffrey Epstein, il continue à travailler maintenant sur la côte ouest américaine. Expansion de l'opération. Donc, la fin du volume, c'est sur ça. La fin de l'œuvre de Whitney Webb. Pourquoi corrompre la côte ouest américaine? Ben, Hollywood, Silicon Valley et évidemment le monde des biotech, les pharmaceutiques, pour assurer la suprématie de l'État profond qui cherche depuis plusieurs siècles, ces oligarques-là, à créer un État mondial, hein? La globalisation totale. Donc, c'est un plan qui a été cimenté à partir des années début 2000. On pourrait dire le 11 septembre 2001 que ça a pas mal... ça leur a donné les coups des franches pour permettre ce qu'on a vécu en 2020. L'infiltration donc des réseaux corporatistes de la côte ouest américaine par les opérateurs Epstein et Maxwell. Chapitre 20.1, Microsoft et la famille Maxwell. La semaine dernière, chapitre 19, on a mentionné un article de Nigel Rosser en 2001 du Evening Standard en Angleterre, mentionnant les activités de Jeffrey Epstein et du prince Andrew, plus des allégations des activités Mossad CIA en lien avec Jeffrey Epstein. Donc, début 2001, on le savait déjà. Et c'est pour ça qu'on a commencé à avoir des journalistes et des procureurs, des avocats qui ont enquêté sur Jeffrey Epstein, ce qui a permis l'arrestation en 2009, plus l'arrestation en 2019 plus tard. Ça a été long, mais c'est à partir de là que ça a commencé. Les vols avec les Clinton, avec le prince Andrew, ça l'a fait sourciller beaucoup de gens quand ils ont vu ça dans les médias. L'article mentionne, le même article de Nigel Rosser mentionne aussi Bill Gates et Microsoft. Qu'est-ce qu'il mentionne l'article? Epstein est un financier, développeur immobilier puissant de New York qui a fait des millions avec des Bill Gates, des Donald Trump et par exemple le milliardaire de l'Ohio, Leslie Wexner, que Jeffrey Epstein run son trust à lui en passant, Jeffrey Epstein. Donc le trust à Leslie Wexner. Donc, l'article mentionne ce que je vous dis depuis des semaines maintenant. Mais, les médias mainstream disent que Bill Gates et Epstein se sont rencontrés en 2011. Donc, vous l'avez vu dans le montage, après sa première accusation, son premier verdict de culpabilité en 2009, donc en 2011. La BBC a contacté Whitney Webb, l'auteur du livre, en 2019, pour avoir une copie de l'article de Nigel Rosser du Evening Standard de 2001 qui mentionne Jeffrey Epstein en lien avec Bill Gates. Whitney Webb a répondu à ce email-là. Elle a envoyé la copie de l'article. La BBC n'a toujours, à ce jour, depuis maintenant 4 ans et plus, pas fait de reportage sur cette information-là. La BBC reçoit de l'argent d'une certaine fondation qui s'appelle la Bill and Melinda Gates Foundation. L'article de Nigel Rosser n'a jamais été rétracté ou challengé dans les médias mainstream, l'article du Evening Standard. Donc, c'est faux de dire que Bill Gates a rencontré Jeffrey Epstein en 2011. Ils se connaissaient depuis beaucoup plus longtemps qu'on le croyait. Nous avons d'autres preuves qui expliquent ces détails-là. En passant, c'est pas des détails que les médias ont encore accouchés en lisant les documents qui ont été relâchés, là. C'est du scoop, qu'est-ce que je vous partage présentement. Donc, d'autres preuves faisant des liens entre Jeffrey Epstein et Bill Gates. Une victime qui s'appelle Maria Farmer
Donc, elle est une victime qui mentionne dans son témoignage la période 1995-1996. Elle témoigne que Epstein a mentionné Bill Gates comme ami proche, faisant croire même que Bill Gates allait venir visiter une des propriétés de Jeffrey Epstein. Bientôt. Donc, dans une discussion avec la victime, Maria Farmer, il mentionne son ami proche Bill Gates et il lui dit qu'il va venir bientôt coucher chez eux. On a, en plus de ça, autre preuve, des liens d'affaires avec la famille Maxwell et Bill Gates Microsoft. Donc, ça, c'est une autre occultation des médias. Donc, on focus sur Jeffrey Epstein quand, en fait, la famille Maxwell connaît Bill Gates depuis avant Jeffrey Epstein et c'est depuis les années 90. Donc, Isabelle Maxwell, la sœur, une des deux jumelles, la sœur à Ghislaine Maxwell, est très liée à Bill Gates et Microsoft. Donc, Isabelle Maxwell a participé à au moins 2 opérations du Mossad pour influencer la méga corporation des États-Unis d'Amérique, donc pour infiltrer le gouvernement américain. L'opération du logiciel Promise, Insular Affair, chapitre 9, et on a des liens aussi avec d'autres opérations qu'on va voir aujourd'hui. Ça, c'est d'une part. D'autre part, Ghislaine Maxwell participe aux entreprises de sa sœur Isabelle Maxwell. Elle fournit du capital. C'est documenté dans un article de 2000, article de Guardian, donc de l'année 2000. Faisons donc un retour dans le temps pour voir c'est quoi cette deuxième opération que Isabelle Maxwell a participé. Chapitre 15. Je vous ai parlé des jumelles Maxwell, Christine et Isabelle. Elles ont chacun un mari et ils ont développé des entreprises. Donc, Christine Isabelle Maxwell fonde le McKinley Group en janvier 92. Suivant la mort du père Robert Maxwell, c'est pour cimenter l'héritage de la famille Maxwell. C'est documenté dans le Sunday Times, novembre 2000, les informations de la bouche de la famille. L'article mentionne que Ghislaine Maxwell se construit un schéma fiscal, un empire de business aussi opaque que son père. Durant les années 90, elle se présente, Ghislaine Maxwell à l'époque, début 90, comme opératrice Internet, Internet Operator. Christine Isabelle Maxwell travaille aussi à Information on Demand, compagnie de Robert Maxwell qui vend le logiciel Promise au gouvernement américain. Donc ça, c'est la première opération auquel Isabelle a participé, chapitre 9. En termes de guerre 5e génération, c'est les podcasters qui sont dans le complotisme, dans la métapolitique, dans la politique profonde, dans la politique partisane. Ce sont souvent des opérateurs Internet aussi en passant. Mais des gens comme moi qui ont 2000 abonnés sur YouTube, sur Twitter, c'est niveau 2. Comme à Donjons et Dragons, tandis que Ghislaine Maxwell, ça c'est du niveau 15, niveau 20. Donc c'est la différence, là, si vous voulez voir, comparer. Autre journal, article de journal qui mentionne des liens, la famille Maxwell et comment ils ont développé leur schéma fiscal pour remplacer celui de leur père, Robert Maxwell. C'est le média de Scotsman en 2001 qui confirme opacité du schéma fiscal et le terme autoproclamé de Ghislaine Maxwell, opératrice Internet. Revenons à McKinley Group, fondé par les jumelles Maxwell et leur mari. McKinley Group va créer
un programme, une plateforme qui va être très intéressante. Ça s'appelle le Magellan Internet Directory. C'est quoi ça? C'est le premier site à l'époque qui permet de publier des reviews, des grandes revues, des recensions, des résumés en long de plus des ratings qu'on appelle, donc des scores, pour un peu... ça, c'est pour jauger de la qualité des sites Internet. Donc, c'est une plateforme qui permet d'agglomérer des sites Internet et de les classer. Donc, on crée un index. C'est de l'indexation de sites Internet en fonction de la qualité du site Internet. La qualité, c'est le programmeur de la plateforme Magellan qui décide c'est quoi. Google en exemple, a son algorithme d'indexation pour vous fronter de l'information. Magellan avait sa stratégie. Donc, ça demande beaucoup d'investissement. Le but de l'opération dépend de qui finance quoi. Hein? On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, de leur bouche à eux-mêmes, Making League Groups, le Magellan Internet Directory permet de faire du contenu à valeur ajoutée, Value Added Content, qui attire des géants Internet pour des alliances majeures stratégiques, des partenariats. Donc, des corporations qui vont sous-traiter la création, la gestion, l'utilisation de ces index et de ces plateformes-là. Donc, c'est comme un peu sous-traiter, dans le fond, la job que certaines jobs de programmation, pour éviter que tout se fasse à l'interne, parce que la structure à l'interne devient très grosse. Donc, il y a une chaîne d'approvisionnement de logiciels, une chaîne d'approvisionnement virtuelle, un pipeline qui permet de développer nos grandes corporations, que ce soit des multinationales du type Air Liquide, qui sont distribuées, qui sont décentralisées, qui sont très bonnes, de la bouche même de Charles Gave. Je ne suis pas conseiller financier. Il n'est pas conseiller financier, mais lui, il investit beaucoup dans Air Liquide. Et l'inverse de ça, c'est une multinationale qui est centralisée comme Apple, à laquelle elle est totalement liée à un régime communiste du Parti communiste chinois ou à d'autres régimes de ce type-là pour avoir une main-d'œuvre à bas coût, des esclaves modernes, afin de produire leurs produits en évitant les taxes et tout, blablabla. Donc, ça, c'est deux multinationales différentes. Donc, quand on peut créer des produits physiques, mais on crée aussi des produits virtuels. Et certains produits physiques vont utiliser des produits virtuels. Donc, quand vous achetez un ordinateur, un smartphone, un téléphone, il y a des produits derrière ça qui sont des produits virtuels, de la chaîne d'approvisionnement virtuelle, du pipeline. Puis c'est quoi ce pipeline-là? Ben, tu as des créateurs d'algorithmes, de programmes, de logiciels, d'applications, de plateformes, des programmeurs, des gars dans leur sous-sol, dans leur garage, des Mark Zuckerberg, t'as des revendeurs de logiciels, d'applications, donc des gens qui achètent qu'est-ce que les programmeurs font, ils achètent la licence, et là, ils revendent la licence. Ça, c'est des gens comme Bill Gates. Hein? C'est intéressant, ça. Donc, Making League Group crée son directory. Ils font des affiliations avec des géants qui vont donc embaucher comme sous-traitants leur directory. AT&T, Time Warner, IBM, Netcom, Microsoft Network. Oh, OK. Donc, début 90, on a déjà les premiers liens entre le clan Maxwell et Bill Gates et Microsoft et d'autres géants. Tout ça a été négocié par qui? Isabelle Maxwell. Intéressant, hein?
L'alliance avec Microsoft, 95. Microsoft utilise Magellan pour la recherche dans ses MSN Services. Magellan aurait pu être Google. Donc, au lieu de dire on Google ça, on aurait pu dire aujourd'hui, là, Magelle ça. Ou je vais utiliser Magellan. Donc, ça aurait pu être le Magellan au lieu que le Google que nous utilisons depuis entre 2000 et 2015. Quand on crée des méga corporations de même, on fait ce qu'on appelle des IPO, donc des offres d'actions publiques. Et ça se fait par batch. On stimule l'intérêt pour monter la valeur en bourse parce qu'on rend l'entreprise publique. C'est ça qui s'appelle rentrer en bourse. Et c'est à ces moments-là qui sont clés dans la croissance d'une entreprise, que ce soit une entreprise de produits physiques ou virtuels. C'est à ce moment-là que ça permet la future croissance. Donc, si tu rates tes appels d'offres, si le prix de la valeur en action boursière est trop bas, il n'y a pas assez de gens qui veulent l'acheter, la valeur boursière de ton entreprise va être moindre, ce qui va te permettre de faire moins de prêts, ce qui va te permettre de construire moins d'infrastructures, et ce qui ne te permettra pas ou qui va te permettre de devenir mondial, plus multinational. C'est juste ça, la game. C'est juste ça, la game. Donc, Magellan a raté sa deuxième IPO, Going Public. Il y a eu une chicane entre un des maris des Maxwell et une des jumelles Maxwell. Malgré tout, ils vont sortir de là avec un joli pactole. Donc, la compagnie Excite qui va racheter McKinley Group et Magellan pour 1,2 million d'actions de Excite en 96, évalué à l'époque à 18 millions de dollars. Donc, qui va faire le deal? Isabelle Maxwell, qui va négocier avec le CEO de Excite qui s'appelle George Bell. C'est vraiment un excellent deal pour un échec du second IPO. C'est pas clair si ce cash a été utilisé pour du trafic humain par Ghislaine Maxwell. Parce que Ghislaine Maxwell était liée, elle avait de l'argent pour financer McKinley Group. Après le deal, Isabelle Maxwell est embauchée dans la nouvelle compagnie ComTouch. COMM Touch. ComTouch, qui a participé juste avant que Isabelle Maxwell arrive. Là, ComTouch finançait la cellule de l'espion du Mossad, l'agent double, Jonathan Pollard, qui a opéré aux États-Unis pour voler des secrets nucléaires, les secrets du programme nucléaire américain. C'est intéressant, ça. Donc, chapitre 20.2, ComTouch et Isabelle Maxwell. En 92, le gouvernement israélien crée un programme, le Yozma Program. Le programme Yozma, sous la pression du chef scientifique du ministère de l'Industrie et du Commerce, un certain Yigal Erlich. Yigal Erlich, c'est donc un ingénieur sioniste. Et là, lui, il dit Israël est dans le problème. Ils ont des problèmes. Israël doit se protéger. Comment Israël va se protéger? On va créer un programme. Le programme Yozma. Que c'est ça, le programme Yozma? Le programme Yozma va inciter, incentivize venture investment. Donc, inciter les investissements de capitaux. Venture, donc des projets, des opérations. En créant une firme de
capitaux financiers, de fonds de capitaux financiers, State Linked Venture Capital Funds, donc un genre de caisse de dépôt, qui va créer une myriade de start-up high-tech israéliennes avec le but de fusionner avec des compagnies étrangères, internationales, multinationales, étrangères, partout sur la planète. Donc, on va créer un fonds d'investissement de capitaux financé par le gouvernement d'Israël pour financer des startups high-tech qui vont fusionner avec la chaîne d'approvisionnement virtuelle des multinationales, des corporatistes, des corporations partout sur la planète. C'est ça qui s'est passé. Et son nom, c'est quoi déjà? Yigal Erlich a identifié, donc à l'époque, début 90, un échec financier et un énorme besoin pour Israël d'établir pour la première fois donc ce fonds de capitaux industriels qui va financer la croissance exponentielle des business high-tech sortant d'Israël. Il a reçu, Erlich, 100 millions de dollars de fonds du gouvernement israélien pour implanter sa vision globale. Donc, c'est ce qu'on appelle un PPP. Et comme dit Alex Jones, quand vous entendez PPP, partenariat public-privé, vous devriez entendre fascisme, attention Will Robinson, danger Will Robinson. Donc, fusion totale, PPP, fascisme entre donc les corporations high-tech israéliennes, le gouvernement israélien, les agences de renseignement israéliennes, tout ce qu'on appelle le Israel Intelligence Apparatus. Donc, depuis les années 90, si vous avez une firme start-up israélienne dans votre réseau, elle est, comme le Parti communiste chinois, liée directement au gouvernement. C'est la même chose. Donc, si vous faites affaire avec des Chinois, Hong Kong ou la Chine centrale, vous faites affaire avec le Parti communiste chinois. Si vous faites affaire avec une firme israélienne comme Pegasus, c'est le gouvernement israélien. Donc, à partir de 2012, oui, en passant, donc, l'unité qui chapeaute ces opérations, la fusion du gouvernement israélien, des agences de renseignement et les GAFA israéliens, donc les startups d'applications et de plateformes israéliennes. L'agence, c'est la Israel Signal Intelligence Agency. Donc, Signal Intelligence, en général, ça veut dire les ondes et les fils. Donc, tous les échanges, que ce soit Internet ou électricité. Donc, Signal Intelligence, les ondes aussi. Donc, l'unité qui gère ça en Israël s'appelle Unit 8200. L'unité 8200. Donc, à partir de 2012, c'est un secret de polichinelle, qu'est-ce que je viens de vous dire, que si vous faites affaire avec des firmes de logiciels ou de plateformes israéliennes, c'est lié au Mossad ou à l'unité de 8200. On a un média qui s'appelle Calcalist Tech Media. C'est un média israélien qui confirme la sous-traitance des agences de renseignement pour tous leurs besoins en matière de renseignement à des startups israéliennes. Ça, c'est en 2012. Dans l'article de 2012, Calcalist Tech mentionne un des fronts du gouvernement israélien, des agences de renseignement israéliennes, de l'unité 8200, l'entreprise BlackTube, recommandée
par un certain Ehud Barak à un autre certain Harvey Weinstein pour espionner et intimider ses accusatrices d'agression sexuelle. Vous avez bien entendu cette phrase-là, oui. Donc, l'ancien premier ministre, Ehud Barak, pris en vidéo sortant plusieurs fois des résidences de Jeffrey Epstein, qui les deux sont amis avec Harvey Epstein. Ehud Barak recommande à Harvey Weinstein un logiciel, une compagnie qui s'appelle BlackTube, pour espionner ses accusatrices, puis ensuite de ça, faire pression sur elles. Je ne sais pas si l'entreprise fournissait les deux services. Donc, ça, enfin, en passant, ça s'est su durant le procès de Harvey Weinstein. Weinstein invite donc Ehud Barak et le président de BlackTube à une levée de fonds de Hillary Clinton pendant qu'elle était ça, c'est dans l'article de 2012. Donc, pendant qu'elle était dans l'administration de Barack Obama, probablement. Donc, c'est intéressant, hein, toutes ces anecdotes-là. Donc, le premier fonds d'investissement du PPP de 100 millions de dollars du programme YOSMA du gouvernement israélien va s'appeler le Gemini Israel Venture. Ils vont mettre à sa tête Ed Mvlavsky. Qui est ça? Qui c'est ça, le Ed Mvlavsky? C'est le directeur exécutif du... ça c'est bon. De la fondation Bird. Donc, avant d'être boss du Gemini Israel Venture, il était donc chairman du comité exécutif de la Bird Foundation, le Binational Industry Research and Development Foundation. Ça, c'est quoi ça? Donc, c'est une fondation binationale de partenariat industriel et de recherche, développement industriel et de recherche entre les Israéliens et les Américains. Donc, c'est la Bird Foundation, c'est un cartel israélien pour prendre des académiques sionistes juifs, plus ou moins israéliens, puis les faire infiltrer les grandes universités, les grandes corporations, les agences de recherche américaines. C'est tout. C'est ça. Donc, la Bird Foundation plante des taupes aux États-Unis. C'est ça que ça veut dire. Donc, non, c'est pas Ed Mvlavsky qui est chairman. Lui, il est sur le comité exécutif. Le chairman, c'est Yigal Erlich, celui qui a eu l'idée du programme YOSMA. Donc, Gemini Israel Venture va gérer 100 millions de dollars US. Ils vont financer 300 projets communs États-Unis-Israël. C'est intéressant parce que la Bird Foundation, d'où vient Ed Mvlavsky, avait déjà été pris la main dans le sac dans l'affaire des secrets du programme nucléaire américain et de l'espion Jonathan Pollard. Donc, il y a de l'argent, il y a de l'argent et du soutien opérationnel pour Jonathan Pollard qui a été offert par la Bird Foundation. Le handler de l'opérateur américain, le traite des renseignements de la marine américaine qui a fourni les renseignements Jonathan Pollard a fourni ces renseignements-là à Rafi Eitan de l'affaire du logiciel Promise, chapitre 9. Et quand Jonathan Pollard a été accusé d'espionnage, on explique que les points de chute pour envoyer les documents à Rafi Eitan, le maître espion israélien du Mossad, pas du Mossad, lui c'est le Lekem, me semble. Une autre agence de renseignement israélienne, en tout cas. Les points de chute pour Jonathan Pollard, pour qu'il drop les documents du programme nucléaire américain,
c'était des points de chute de la fondation Bird. L'appartement de Harold Katz, le legal counsel de la Bird Foundation, et conseiller de l'armée israélienne en même temps. C'est possible aussi, selon le journaliste... Non, la journaliste Claudia Wright, en 87, que la Bird Foundation finançait l'opération d'infiltration du gouvernement américain, mais on n'a pas accès aux finances de la Fondation Bird. Donc, on ne peut pas prouver ces allégations-là. Donc, c'est intéressant. Ça part bien. Premier investissement donc de ce fonds de capital israélien, Gemini Israel Venture, et de l'ancien de la Bird Foundation, N. Vlasky. Premier investissement à l'entreprise où Isabelle Maxwell travaille, ComTouch. ComTouch va changer de nom plus tard. Aujourd'hui, l'entreprise, si vous voulez faire des recherches, l'entreprise s'appelle Cyren. C-Y-R-E-N. ComTouch, à l'époque, avant de changer de nom, avant que Isabelle Maxwell arrive à l'entreprise, je pense en 96, ComTouch a été fondé par un certain Gideon Mantel, ancien spécialiste de désamorçage de bombes de l'armée israélienne IDF, je veux dire. Il a fondé ça avec Amir Lev et Nahum Sharfman pour vendre, maintenir, gérer et servicing, donc offrir des services de clients email, donc de logiciels de clients courriel, de produits de logiciels clients courriel pour les mainframes et les ordinateurs personnels. Donc, ComTouch va offrir des contrats de Original Equipment Manufacturer, qu'on appelle OEM. OEM, ça, c'est des. Comme je vous ai dit, c'est les compagnies qui vont sous-traiter une partie de la création de leur plateforme et de leur logiciel. Donc, tu vas avoir Microsoft, tu vas avoir Android, tu vas avoir Google qui vont sous-traiter, qui vont embaucher des compagnies comme ComTouch pour mettre dans leurs produits, que ce soit leur plateforme virtuelle ou que ce soit leur smartphone. Ou le logiciel d'exploitation Windows. Donc, même si vous ne faites pas affaire avec ComTouch, si vous faites affaire avec Microsoft, vous avez fait affaire avec ComTouch. Donc, on est tous pris par la surveillance du Mossad depuis plusieurs décennies. Donc, c'est ce qu'on appelle, vous, quand vous achetez un téléphone ou un ordinateur, vous êtes des end users, qu'on appelle. Donc, c'est l'intégration dans la chaîne d'approvisionnement logiciel des agences de renseignement israéliennes, dans la chaîne d'approvisionnement logiciel mondiale, et pas juste États-Unis. Et là, les détails dont je vous parle aujourd'hui, qui sont mentionnés dans le livre, c'est seulement sur les États-Unis. Donc, nous ne connaissons pas à quel point les Maxwell, les Epstein et les agences de renseignement israéliennes ont infiltré toute la chaîne d'approvisionnement virtuelle mondiale. Nous ne le savons pas. De 1997 à 2006, l'entreprise n'avance pas comme Touch. Ils perdent de l'argent, ils perdent des centaines de millions de dollars. Mais ça permet à ce que tous leurs produits soient dans notre face, sans qu'on le sache. Donc, ça leur permis d'occulter l'infiltration du lobby juif dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. En 1997, ComTouch entre aux États-Unis. Gideon Martel courtise Isabelle Maxwell. Dans un reportage de Wired et un autre reportage qui confirme du Jewish Weekly, Isabelle Maxwell devient présidente pour ses contacts dans la Silicon Valley.
C'est confirmé dans 2 autres articles du Haaretz et du Guardian en 2002. Isabelle Maxwell est la plus sioniste de la famille Maxwell, comme son père. Elle se vante qu'elle aime le pouvoir et elle adore faire des opérations d'influence pour Israël. C'est confirmé par la mère de la famille Maxwell, Betty Maxwell. Tous ses enfants ont été élevés religieusement comme anglicans. La seule qui s'est ouvertement revendiquée juive, c'est Isabelle Maxwell. Isabelle Maxwell a aussi des liens avec beaucoup de hauts fonctionnaires des agences de renseignement du Mossad et même des politiciens israéliens très influents. Ça provient de l'héritage des liens d'influence de son père, Robert Maxwell, avec plusieurs autres chefs d'État de l'armée d'Israël. Et je vous rappelle, les chefs d'État à l'époque de Robert Maxwell, c'était tous des anciens de l'armée et des agences de renseignement. Donc, article effacé de 2003 du Jérusalem Post. Isabelle Maxwell, le titre de l'article s'appelle « Isabelle Maxwell Fights Back ». Donc, Isabelle Maxwell qui combat, qui résiste, fights back, en tout cas. Isabelle Maxwell voyage dans les mêmes cercles que son père, mais elle est plus confortable derrière la caméra que devant la caméra. Elle transporte l'héritage de son père en Israël de sa manière à elle. À partir de 2003, Isabelle Maxwell va faire une visite par mois en Israël. Donc, Isabelle Maxwell a participé, je vous ai dit 2, mais je pense que c'est 3 opérations du gouvernement israélien. Donc, Information on Demand, ça c'est pour l'affaire du logiciel Promise. Comme Touch, donc c'est le sous-chapitre que je viens de faire. Et le 3e, c'est dans le fond le successeur de Information on Demand, l'entreprise Research on Demand, qui a été fondée par Isabelle et Christine Maxwell à la mort de leur père. Isabelle Maxwell a rencontré plusieurs chefs d'État derrière le partenariat public-privé du programme Yozma de l'État profond israélien. Et donc c'est intéressant, hein? Donc Ehud Barak, la famille Yitzhak, la famille plusieurs gros chefs d'État israéliens. Chapitre 20.3, Microsoft met comme Touch sur la map. Donc, c'est rendu ici qu'on est rendu à la fin de la version gratuite, parce que je vous le répète à la maison, si vous n'avez pas déboursé de votre poche 5$ par mois pour écouter ce podcast, ben, je ne peux pas survivre sans votre soutien. Donc, je suis obligé de vous forcer la main. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir accès à la version complète? Vous venez sur mon site web, yanrojdi.com. Vous créez un compte. Ou bedon, si vous avez déjà accès à luxmedia.info, c'est le même compte. Donc, vous faites juste log-in, vous enregistrez, vous connectez. Vous faites un abonnement, un paiement récurrent, faire un don récurrent. Rentrez votre carte de crédit, les numéros, et vous choisissez le montant. Vous pouvez 10, 25, 40$, 5$. C'est 5 le minimum. Vous allez pouvoir avoir accès à ce contenu-là sur mon site web. Vous pouvez aussi vous abonner sur mon infolette Substack. yanrojdi.substack.com. Évidemment, si vous vous abonnez à une des manières dont je vous parle, je vais vous donner accès à mon site web gratuitement. Vous n'avez pas à vous abonner 2 fois. Donc ça, c'est l'infolette. Vous allez recevoir peut-être 1 ou 2 fois par mois la série de podcasts que vous avez peut-être raté, que vous voulez peut-être réécouter. Vous allez juste à cliquer dessus. Vous pouvez vous envoyer des dons par GiveSendGo. Vous pouvez vous abonner sur YouTube.
Donc, le bouton se joindre ici, juste à côté du logo de ma marque. Donc, vous pouvez aussi venir sur Twitter pour partager le contenu très important. Je gagne beaucoup de diffusion via Twitter depuis 2 mois. C'est très bon. Donc, venez m'aider. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, c'est ça. Ah oui, tous les liens sont directement dans la description du vidéo, dans le bas de l'écran. Donc, vous pouvez m'aider à supporter de cette manière-là. Donc, 1h05, 1h06. Chapitre 20.3, Microsoft met CommTouch sur la map. Donc, on a des nouveaux partenariats CommTouch